après M. Delmas, la charge de vous réveiller en douceur en cette matinée du 12 juin. Et donc, à vous parler d'un sujet austère, hein, parce que franchement, les archives sous la Révolution, il n'y a plus gai. Puis en fait, c'est plein de trucs techniques, etc. Bon. On va essayer de rendre ça un peu vivant. Déjà, pour vous dire que les archives, comme les abbayes, et comme les mouvements humains, c'est vivant. Et pas plus tard qu'hier, les archives de l'Aveyron ont reçu en don le 2e volume de mémoire de maîtrise de feu Geneviève Durand sur Sylvanès. Nous avions depuis les années 1980 le premier volume, le volume de texte, dans la bibliothèque des archives. Donc hier, je me suis rendu à Sainte-Afrique pour diverses choses, et à la Maison de la Mémoire, on m'a remis le 2e volume du mémoire de maîtrise. Donc c'est le mari de feu Geneviève Durand, Henri Viguier, qui nous a fait don de ce 2e volume, donc aux archives depuis hier soir. Autre chose, avant de partir à la retraite, Claude Petit, ici présent, avait bien avancé le reclassement de... Alors, c'est pas un serpent de mer, c'est pas non plus une légende urbaine, c'est la série E supplément, autrement dit le supplément à la sous-série 1E, jadis inventoriée par Henri Affre. Donc, nous l'avons transformé d'un commun accord en 1J, parce que bon, la série E est morte depuis longtemps, depuis 1944 pour être précis. Donc Claude a porté très loin la refonte de l'inventaire qui n'était que manuscrit. Et avec l'aide de Solange Le Soulage, donc, il a fait dactylographier l'inventaire manuscrit dit Goléjac Bousquet, enfin Bernard de Goléjac, Jacques Bousquet, et il en a profité pour l'enrichir, le revoir, etc. Et donc j'ai repassé tout cela. Donc je l'ai aussi enrichi, revu, nanana. Et donc il sera bientôt en service. Vous aurez enfin la suite de 1E. Et donc là-dedans, pour l'objet qui nous concerne, vous avez les 2 fonds Frécinus. Moi je dirais Fraicinus, mais dans le coin, les diphtongues ont du mal à survivre, hein. Bon, et surtout avec le timbre d'origine. Donc les Frécinus du Puech, les Frécinus de Sévérac. Et dans ces 2 fonds, il y a évidemment un certain nombre d'archives sur Bonneval et également d'ailleurs sur Aubrac, puisque les Frécinus se sont occupés des bourrines. Voilà, donc il y a, vous voyez, le paysage archivistique évolue. Alors celui-là, les enrichissements sont anciens, mais ils seront enfin à la disposition du public. Et Epiphiou devait savoir, hein, que ça existait. Il fallait lire en fait le Jacques Bousquet dans le texte, quoi, pour en profiter. Et croyez-moi, lire Jacques Bousquet, c'est de la paléographie contemporaine, certes, mais c'est dur, hein. Bon. Voilà, donc ça c'est les bonnes nouvelles, si je puis dire. Donc vous voyez, ça fait 4 pages, bon d'accord, c'est des pages dactylographiées, etc. Mais les fonds Frécinus sont de superbes choses. Voilà. Donc venons-en à la chose moins gaie. Les archives des établissements cisterciens du Rouergue pendant la Révolution. Bon, c'est effectivement une tête d'épingle, hein, dans la période, alors dans la vaste période de la vie des établissements, je ne vous en parle même pas, ça fait 6-7 ans d'histoire. Alors, avec 2 moments, la Révolution encore relativement conservatrice, enfin précautionneuse, désireuse de ménager, sinon la chèvre et le chou, du moins le futur et le passé en conservant les monuments de l'histoire. Donc ça commence à la suppression, enfin déjà à l'appropriation des biens du clergé au profit de la nation le 2 novembre 1789. Ça se poursuit évidemment avec la suppression des ordres religieux à vœu perpétuel, donc février 1790. Et donc ça se poursuit, vaille que vaille, jusqu'à la chute de la monarchie ou un peu avant. Bien. Et après, vous avez Brochant, ce n'est pas une césure absolue, Brochant là-dessus, vous avez la période révolutionnaire où ça commence évidemment à se radicaliser et où, tout en ayant besoin des archives des établissements pour l'administration ou pour les acquéreurs des biens nationaux, on pensera de moins en moins aux monuments du passé, surtout que ces braves monuments du passé ne devaient pas glorifier l'ancien régime, le despotisme, etc. C'est délicat pour les sélectionner. Et les besoins des arsenaux
Et à ce moment-là, donc, il y a eu effectivement une période où les archives ont beaucoup été en danger, et parfois été en danger au point qu'il n'en reste pas grand-chose. Donc ça s'arrête, vaille que vaille. Alors théoriquement, en 1804, quand on supprime définitivement la notion de triage dans les archives, en pratique, parce que ça fait plaisir aux archivistes, au moment où on crée les archives départementales, c'est-à-dire donc en 1796. En réalité, ça dépend des endroits. Voilà. Donc, en 2014, j'avais présenté la situation des fonds d'archives des abbayes rouergates, enfin, aux archives de l'Aveyron. Parce que je vous rappelle que si je prends le Rouergue, c'est pour pouvoir annexer momentanément Beaulieu et Costejean. Sinon, ça se trouve dans le Tarn-et-Garonne. J'avais montré que les fonds étaient très divers et qu'on allait, en pratique, des 0,10 m de Locdieu, et encore 0,10 m, ça doit être en arrondissant, aux 23 mètres de Bonnecombe. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment 23 mètres non plus, il y a des centimètres, etc. Et je vous avais rappelé très rapidement quelles étaient les causes de ce disparate dans les chiffres. Sans compter qu'avant même la Révolution, il y avait eu quelques misères, bien sûr. Assez peu les protestants, sauf côté Sylvanès, Noninck, surtout Noninck, encore plus que Sylvanès. Et puis, il y avait eu effectivement les accidents. Et l'exemple célèbre étant bien sûr Bonneval, qui avait brûlé en 1719, sans que personne n'y soit pour quoi que ce soit, sauf les événements météorologiques. Donc, à la veille de la Révolution, on va commencer par le début, la situation est bonne. Des 8 établissements considérés, c'est-à-dire les 6 abbayes, 5 masculines, 1 féminine, comme l'a rappelé Jean Delmas, plus les 2 prieurés féminins de La Falque, le plus récent, et de Costejean. Aucun n'est menacé dans n'est déclaré menacé dans son existence, sauf Costejean, dont il est prévu qu'à la mort de la dernière religieuse présente sur place, donc les biens du prieuré seront réunis à l'abbaye de Leim, qui est une abbaye du Quercy. Donc c'est le seul dont son ouvrage, enfin l'abbé Grimaldi dans ses manuscrits et donc l'abbé Touzery dans son édition des manuscrits Grimaldi déclare que la fin est programmée. Après, vous en aviez effectivement, comme l'a dit Jean Delmas, qui était dans le collimateur donc de la commission des réguliers, et en particulier, par exemple, Sylvanès. Mais vraisemblablement aussi, vu le nombre de frères présents, Beaulieu et Locdieu. Les seuls qui avaient une chance honorable de s'en tirer, c'était Bonneval et Bonnecombe, avec effectivement l'abbaye féminine de Noninck. Voilà. Donc, il n'y avait pas de péril immédiat à la fin du XVIIIe, avant la Révolution, sauf de manière concertée, enfin programmée, la fin de Costejean, mais il y aurait pu y avoir, puisque la commission des réguliers continuait ses travaux. Donc, et du côté archives, les archives, les établissements qui étaient encore bien vivants s'en occupaient. Comme tous les tenants bien du XVIIIe siècle, qu'ils fussent laïcs ou religieux, et étant religieux, qu'ils fussent séculiers ou réguliers, nos cisterciens et cisterciennes ont connu l'aspiration à la réorganisation, à la mise en ordre, à l'exploitation rationnelle, j'en passe, et des meilleurs. Ce qui a donné lieu, normalement, donc, à une floraison de lièvres, terriers, recherche de fiefs, etc., conduite par des spécialistes, les feudistes, et puis à la rédaction, bien entendu, une fois que les feudistes avaient travaillé, à la rédaction d'inventaires. Le plus bel inventaire qui nous reste, intact, et qui nous reste et qui est accompagné d'un fonds d'archives, est celui de Bonnecombe, qui a été établi en 1777, non pas par un rouergat, mais par quelqu'un de l'Albigeois, par un feudiste de Carmont. Alors, pour Bonneval, en fait, les moines de Bonneval avaient fait rédiger un inventaire en 1698, donc avant le début du XVIIIe siècle. Malheureusement, ce malheureux inventaire est devenu caduc par suite de l'incendie de 1719. On pouvait encore s'en servir, évidemment, je suppose que il devait être annoté,
Mais ils ont refait un inventaire dans les années 1770, c'est-à-dire à peu près à la même date que Bonnecombe. Sauf que cet inventaire, il ne nous en reste pas grand-chose. Il reste des bribes, dont vous avez le détail dans la publication. Je vous fais grâce des bribes, des folios de bribes. Pour ce qui est de Noninck, l'abbesse de Simiane de Gordes avait fait faire un inventaire, soit au retour des moniales dans l'abbaye dans les années 1660, soit au moment où elle avait réorganisé les archives au début des années 1680. C'était un très gros inventaire. Les papiers révolutionnaires parlent de 908 feuillets, ce qui serait absolument énorme, ou alors feuillets mis pour page, et ça nous fait tout de même 450 et quelques feuillets, ce qui n'est pas mal non plus. Bon, par contre, elles n'ont pas refait d'inventaire au XVIIIe, parce que tout de même, celui-là était tout de même un monument. Et après, on n'a plus grand-chose de sûr. Donc, on a 4 inventaires qui ont été faits, les 2 de Bonneval, celui de Bonnecombe, celui de Noninck. Pour le reste, bon, déjà, on exclut Beaulieu et Locdieu, parce que, vu ce qui nous reste, on ne sait pas dans quel état étaient vraiment les archives, on ne peut rien en dire. Bon. Par contre, Lafalle, qui était trop jeune, puis trop petite, je ne pense pas qu'on soit lancé dans des travaux d'inventaire grand style, mais il nous reste donc Costjean, Sylvanès. On n'a rien de très précis, mais étant donné que, par exemple, les officiers municipaux de Sylvanès ont réussi à faire l'inventaire des archives de l'abbaye en une journée, et comme je vous le dirai, bon, les officiers municipaux, surtout dans les petites communes un poil reculées, n'étaient pas forcément des paléographes, ni des feudistes, ni des paléographes, ni des historiens. Je soupçonne qu'il y avait tout de même derrière un travail fait par les moines dont il ne reste pas de traces. De même qu'à Costjean, bon, on n'a pas de traces absolues non plus, mais nous avons un inventaire qui se trouve dans la série Q des archives de l'Aveyron, dont l'intérêt, enfin, il s'arrête le dernier document inventorié 1788, indice qui pourrait faire dire que ça a été fait par les moniales juste avant, éventuellement dans la perspective du rattachement à l'Eym. Ce qui m'a fait dire qu'elle l'avait fait, c'est que le titre qu'on a donné à cet inventaire semble marier l'Ancien Régime et le Nouveau, puisqu'on parle de l'inventaire du monastère, donc des moniales de Costjean, municipalité et canton de Saint-Antonin. Et comme on n'y parle pas de district, j'en déduis subtilement que ça pourrait être un travail de la municipalité de Saint-Antonin des débuts de la Révolution. Voilà. Donc en fait, on n'a pas les 8 établissements, puisque Beaulieu, hélas, et Locdieu, on les met de côté. Lafalque, ni rien à dire, ni bien ni mal, mais il nous reste 5 exemples qui font dire que la situation était claire, honnête, maîtrisée. Voilà. Donc, quand commence le temps des tribulations et que l'on décide de confier d'une part à la nation, d'attribuer à la nation les biens des établissements religieux, et ensuite de supprimer les ordres à vœux perpétuels, bien entendu, on est en pleine réorganisation de la France. Il n'y a personne de vraiment désigné pour s'occuper de tout ça. Donc, dans un premier temps, en réalité, on a confié aux religieux le soin de bien vouloir garder pour la nation et leurs bâtiments, et leurs biens, et leurs archives, et leurs bibliothèques, et leurs médaillés, le cas échéant, etc., etc. Donc, pendant un certain temps, on va dire donc, de novembre 1789 à mars 1790, finalement, rien n'a bougé. Ce sont les moines présents, ou les moniales présentes, qui se sont occupés de leurs biens. On leur demandait, enfin, les décrets qui ont suivi celui du 2 novembre 1789, demandaient aux responsables ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de bien vouloir dresser des inventaires. Bon, inutile de dire que, notamment celui de Camus du 14 novembre 1789, inutile de dire que ce type de décret n'a pas soulevé un enthousiasme délirant, ni chez les séculiers, ni chez les réguliers. Je n'ai trouvé qu'un exemple d'inventaire fait en application de ces décrets de novembre 1789 quand j'étais dans le Gard, donc pour l'abbaye Saint-André de Villeneuve. Ça fait peu. Il n'y a pas d'inventaire à la Chartreuse, il n'y a pas d'inventaire. Je vous passe, enfin tout ce que j'ai pu regarder
à l'époque en étudiant la même chose côté gardois. Bon, les religieux n'ont d'autant moins bougé une oreille ou les doigts d'une main pour tenir une plume qu'ils avaient très souvent fait des inventaires très récents. Aucune raison de... Et l'idée de recopier des inventaires très longs n'a pas dû emballer non plus les municipalités. Donc les municipalités deviennent la première institution révolutionnaire, les communes deviennent la première institution révolutionnaire à s'occuper des archives pour une raison très simple, c'est qu'en février-mars 1790, il n'y a encore ni département ni district. La nouvelle organisation territoriale révolutionnaire commence à se mettre en place en avril 1790 et alors les départements, bon, ça va assez vite. Par contre, la mise en place des districts a été tout sauf un long fleuve tranquille et d'une manière que j'espère générale, mais si j'en crois l'exemple aveyronnais, les districts ne sont opérationnels qu'à la fin du printemps 1790, début de l'été, et ils ne s'occuperont réellement des archives qu'à partir de l'automne 1790, de octobre-novembre 1790. Donc forcément, comme on faisait jadis pour punir les dégâts dans les cultures, ça tombait sur le plus près, la commune. Donc les communes s'y sont mises plus ou moins. Effectivement, Villefranche a commencé en mai 1790. Le Cayrol, on va prononcer à la manière moderne, le Cayrol si on veut, ou le Cayrol si on veut prononcer plus occitan, a commencé en mai 1790 et normalement, vaille que vaille, en mai-juin 1790, tout aurait dû être fini. Sauf qu'effectivement, certaines petites municipalités ont renaclé, ou n'étaient pas enthousiastes, et par exemple, donc Saint-Paul-des-Fonts et Noninck, il ne s'est strictement rien passé. Donc il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de contrôle révolutionnaire sur Noninck, les officiers municipaux de Saint-Paul ayant déclaré en somme forfait. Et en fait, quand les officiers municipaux de Saint-Paul finiront à aller à Noninck, ce n'est plus en tant qu'officiers municipaux chargés seuls de l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'officiers municipaux chargés de pallier la difficile mise en place du district, en l'occurrence de Saint-Afrique. Donc ils y vont parce que, comme les districts ne sont toujours pas là, on sait qu'il y a des retards, Noninck dans le cas qui nous occupe, donc on redemande poliment aux officiers municipaux de Saint-Paul de bien vouloir se prendre par la main et aller à Noninck, ce qu'ils font en août 1790. Mais ils le font en tant que représentants des districts. Et quand les districts sont enfin en place, étant donné que, en fait, c'est les mêmes hommes, enfin, je veux dire, ils se connaissent, etc., mais les districts, bon, se pensent obligés, se croient obligés de vérifier le travail des communautés, enfin des communes, pardon. Donc on recommence à repasser dans les abbayes à la fin 1790. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, les moines y sont encore, peu ou prou. Mais évidemment, la concentration prévue, avant même qu'on abolisse complètement, la concentration prévue dans certaines maisons au sein d'un département, Bonnecombe, dans le cas qui nous occupe pour les hommes, dans l'Aveyron, fait que, à terme, les abbayes vont être vides. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, on envoie les archives au district, puisque les districts existent enfin. Très bien. Jusque-là, ça va bien. Donc les archives arrivent au district. Ça, on le sait par divers indices, que vous direz. Je vous les épargne. L'indice majeur, c'est la survivance de fonds d'archives aussi médiocres soient-ils, qui n'ont pu exister, sauf la Falque, puisque la Falque, l'abbé Verlaguet, a retrouvé les archives dans une maison privée de Saint-Géniès-d'Olt. Les archives avaient été restées à l'abbaye, on ne les a jamais transportées officiellement au district de Saint-Géniès, et sinon, on envoie les archives au district. Il y a une autre exception avec la Falque, c'est Bonnecombe, où les émotions du début 1790 ont fait craindre pour l'intégrité physique de l'abbaye, si j'ose dire,
du mobilier, immobilier, etc., voire même des moines, et où on a expédié les archives à la maison ruthénoise de Bonnecombe. Dès février 1790, toutes les archives de Bonnecombe ont quitté l'abbaye. Ils sont arrivés à Rodez. Donc voilà, on est donc début 1791. Il y a 4 districts sur les 9 que compte l'Aveyron qui récupèrent des archives cisterciennes. En tête, Villefranche, qui reçoit 3 établissements, Beaulieu, Locdieu, Costejean. Vous avez ensuite donc Saint-Géniès-d'Olt, qui reçoit Bonneval et qui aurait dû recevoir la Falque. Vous avez Saint-Affrique, qui reçoit Noninck et Sylvanès, ou Sylvanès et Noninck, comme vous voulez. Et puis Rodez, qui reçoit Bonnecombe. Donc le décor est planté. Nous sommes dans les districts. Alors, les districts ont 2 préoccupations essentielles. Gérer la vente des biens nationaux et, en attendant la vente des biens nationaux, gérer l'administration de ce qui va être vendu ou qui est réservé pour l'usage de la nation. Puisque tout absolument ne devait pas être vendu. Bien. Donc là, alors je vous rassure, aucune préoccupation historique là derrière. C'est pratico-pratique, c'est donc des archives vivantes, administratives, dont ils vont s'occuper. Mais ils sont tout de même abreuvés, à cette époque encore, abreuvés ou inondés, de décrets de l'Assemblée nationale rappelant qu'il faut absolument garder les monuments du passé. Donc on est dans certains grands écarts entre la préoccupation immédiate administrative et l'administration patrimoniale, on va dire. Donc, a priori, tout pourrait très bien se passer. Il y a un premier danger pour les archives à ce moment-là. Bon, déjà, qu'on sépare ce qui est administratif de ce qui est patrimonial. Bon. Et puis, quand la vente des biens nationaux démarre, on est censé remettre aux acquéreurs les archives nécessaires à prouver leurs droits. Je n'ai pas trouvé d'exemple assuré dans l'Aveyron. J'en avais trouvé dans le Gard, où donc pour l'abbaye de Saint-Gilles, j'avais retrouvé une centaine de pièces remises à un acquéreur, à 2 acquéreurs, pardon, de biens de l'abbaye. Très bien. Donc, très légalement et réglementairement, on a commencé à démembrer les fonds. Alors, ce n'était pas par méchanceté, c'était pour que les nouveaux possesseurs aient leurs droits, leur titre, pardon, pour asseoir leurs droits. Quelle a été l'importance de ces prélèvements? Donc, Saint-Gilles, c'était une centaine de pièces, mais je vous rassure, le fonds de Saint-Gilles existe toujours aux archives du Gard, donc ça n'a pas suffi à l'anéantir. La question, quelques francs or ou louis d'or de l'époque, c'est comment on a pu arriver à la statistique que je vous donne. Donc Beaulieu, il reste entre le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron 3 liasses et 1 registre. Très bien. Bon. Bonnecombe, 88 liasses, 172 registres. C'est bien. Très bien même. Bonneval, 114 liasses au registre. Désolé, je n'ai pas compté, je n'ai pas séparé. Costejean, 2 liasses aux archives de Tarn-et-Garonne. Locdieu, 1 liasse. Noninck, 9 liasses, 3 registres. Sylvanès, 6 liasses, 2 registres. À comparer aux inventaires d'avant 1790 et à comparer, sinon aux inventaires révolutionnaires, du moins aux états qui ont pu être dressés et qui montrent que, par exemple, Sylvanès avait 46 articles intellectuels dans ses archives, chaque article intellectuel pouvant éventuellement se décliner en divers articles physiques. Or, si je sais compter, 6 plus 2, ça fait 8. Même avec une indulgence très plénière, on est loin de 46, et surtout de 46 qui aurait eu plusieurs petites subdivisions, et qui auraient pu donc être 92 ou 100 et quelques. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Question que j'avais déjà affrontée pour le Gard. En fait, il s'est passé une chose, c'est que vous avez eu un durcissement progressif de la Révolution, que donc le côté administratif, aucun problème, le côté monument historique s'est un peu perdu de vue au fil du temps. Disons que les hommes de 1793-1794, l'histoire de France, ce n'était pas leur
première préoccupation, pour au moins une bonne raison, à mon avis, c'est qu'il pensait être l'histoire de France, et là, faire quasiment ex nihilo. Et que donc, monument du passé, on s'en fout, pour le dire crûment. Et alors, en plus, quand dans ces braves gens de 1793-1794, vous aviez des montagnards d'élite, ben, croyez-moi, pour résister à la douce pression d'un montagnard d'élite, il fallait être soi-même une âme d'élite et éventuellement affronter l'idée de la prison, de la déportation, voire du rasoir national. Et or, l'Aveyron a bénéficié de montagnards d'élite, très bien, et en particulier le district de Villefranche, qui se trouve être le district le plus sinistré que je connaisse, puisque là, il reste des choses pour nos cisterciens, mais il y a des établissements de Villefranche qui n'ont plus rien. Pas l'ombre d'une liasse, rien. Zéro. Voilà. Donc voilà, Villefranche est l'exemple type du district révolutionnaire. Donc si vous êtes Albert Soboul, on peut s'en féliciter. Si vous ne vous sentez pas obligé d'être dans la lignée de Soboul, vous n'êtes pas obligé. Et puis quand vous êtes archiviste, vous en félicitez encore moins. C'est autre chose. Donc, sur nos 4 districts, malheureusement, nous eûmes donc un district d'élite, enfin montagnard d'élite, 2 districts honorablement montagnards et un district modéré, Rodez. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, parce qu'il y avait tout de même quelques personnes un peu agitées à Rodez, mais ils s'en sont sortis. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est l'être le chef-lieu du département. J'ai eu le même phénomène dans le Gard avec Nîmes, qui a beaucoup moins détruit que les districts voisins. Celui donc de Beaucaire pour l'abbaye de Saint-André dont je m'étais occupé, les Spiripontains ont fait mieux. Ils ont froidement brûlé en place publique tous les registres. L'abbaye, l'œuvre du pont a dû résister, mais l'abbaye, le prieuré clunisien et les autres établissements religieux du pont Saint-Esprit ont disparu radicalement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on n'était pas un révolutionnaire acharné et qu'on ne trouvait pas les traces des tyrans et la glorification des tyrans partout? On faisait des échantillons. Vous comprenez, le fond, une fois qu'on en avait enlevé ce qui était toujours nécessaire à l'administration, nanani, nanana, les acquéreurs de biens nationaux, très bien, donc on faisait 2 parts. Les monuments du passé, si je puis dire, passables, hein, ceux qui pouvaient traverser les fourches collines de l'esprit révolutionnaire, et puis les horribles, pas passables. Voilà. Et donc, pour tout de même exécuter les décrets conservateurs et conservatoires de l'Assemblée nationale, on faisait des échantillons. Et comment faisait-on les échantillons? Tout dépendait de l'état du fond. S'il avait été rangé, enfin, pas trop dérangé dans les mouvements entre les établissements et les districts, relativement rangé. Si on pouvait, par exemple, trouver des choses remarquables, c'est ce qui s'est passé à Beaucaire. Par exemple, pour la chartreuse de Villeneuve, on a récupéré les registres. En plus, c'était des documents anciens, pas grand monde pouvait les lire, enfin bon, c'était parfait. Donc on a récupéré les gros registres factices, mais mettant en sûreté les chartes. Alors c'est ce qui s'est passé, mutatis mutandis, à Saint-Afrique et donc à Saint-Geniès. Donc à Saint-Afrique, vous avez donc un petit échantillon représentatif pour Noninck, puisque nous avons 3 registres et 9 liasses. Alors, si vous êtes méchant, vous dites que ce n'est pas des échantillons, votre truc, c'est un spécimen. C'est en dessous de l'échantillon. Dans l'horreur archivistique, quand on est obligé de détruire, ou on garde, ou on trie, ou on échantillonne. Et l'échantillon est plus petit que le résultat d'un tri. Et Sylvanès, donc, 6 liasses de registres, et par miracle, le cartulaire a survécu. Puis après, vous avez les endroits sympathiques, comme Bonnecombe, où tout avait bien survécu. Donc en fait, nos ancêtres ont été des révolutionnaires normaux. Donc soit modérés, soit tièdement montagnards, soit farouchement montagnards. Et ceci vous explique que l'Ouest Aveyron, donc, le district de Villefranche, soit une terre brûlée en matière d'archives. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, les districts se sont retrouvés avec ce qui restait, j'allais dire la masse, mais c'était une masse réduite.
Et ils se sont tout de même préoccupés de garder ce qui restait. Ça s'est très vite arrêté pour une raison très simple, c'est que la France a changé de constitution. Ça a été le sport national pendant la période révolutionnaire. La constitution de l'an 3 abolit les districts et donne la responsabilité des archives à deux entités différentes, le département et les municipalités de canton. Dieu merci, les municipalités de canton n'ont pas trop bénéficié de cette munificence et l'essentiel des archives donc, sont arrivées au département. Et à partir de 1796, donc de la loi du 5 Brumaire en 5, si je ne dis pas de bêtises, donc nous avons des archives départementales qui regroupent les archives des districts. Donc tout ce qui était à Saint-Géniès, Villefranche, Saint-Afrique, etc., conflue à Rodez. Et là, le directoire du département décide qu'il faut ranger tout cela. Donc normalement, ce qui est arrivé au département est à peu près sauvé. Il est possible, qu'il y a eu tout de même un an de flou entre l'abolition des districts et le transfert des archives des districts à Rodez. Il est possible que pendant cette année de flou, il y ait eu quelques pertes volontaires, involontaires, etc. Donc, au départ, nous avons du vandalisme révolutionnaire. Après, nous avons aussi de l'incurie révolutionnaire et de la prévarication tout aussi révolutionnaire, enfin humaine. Et donc, je pense que certains gardes ont pu se laisser graisser la patte pour faire cadeau d'archives à tel ou tel. Ça pourrait expliquer, par exemple, la belle collection les deux collections de chartes de Beaulieu qui sont arrivées à la Bibliothèque nationale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mais comme je n'y étais pas, je le soupçonne. Je ne vous dis pas que c'est ça. Mais ça me paraît, plus que voir ça avoir été sorti des archives du département, je pense que les périodes d'abandon ont pu être favorables aux achats. Bon, il y en a des achats célèbres. Hein. Toutes les archives parisiennes, enfin de l'État central français et d'autres institutions d'Ancien Régime qui se retrouvent en Russie, par exemple, elles ont été achetées à des gens qui arrondissaient leur fin de mois par des diplomates russes, quoi, par exemple. Donc, en Aveyron, on a eu peut-être quelques, j'allais dire, esprits faibles et mains tendues qui ont donné des archives. Hein. Donc, il y a eu celles qu'on a données tout à fait légalement aux acquéreurs de biens nationaux. Il y a celles qui sont sorties, on ne sait pas trop comment. Et puis, normalement, après, tout aurait dû rester tel quel dans le lieu de dépôt des archives du département. Cela dit, manque de chance. Le département a choisi, pour s'occuper de ses archives et les classer, un certain abbé Bosc, que vous ne connaissez pas, bien sûr, l'auteur de livres célèbres sur... Enfin, ce n'est pas le seul que j'enverrai volontiers, vouerai volontiers aux gémonies. Il y a aussi amant Alexis Monteil, qui est un grand pilleur de documents devant l'Éternel, même s'ils ont été historiens tous les deux. Ça ne les a pas empêchés d'être grands pilleurs. Donc, il a été nommé pour classer les archives revenues des districts en 1798. Et comme c'était un homme très consciencieux, il amenait du travail à la maison, faiblesse, voilà. Et il a oublié de les ramener. Voilà. Donc, il est mort en 1804. Et donc c'est comme ça que pour ce qui concerne nos archives cisterciennes, les 3 cartulaires de Bonnecombe sur 4 qui restaient à l'époque se retrouvent aujourd'hui hors des archives départementales, auxquelles elles appartiennent par définition, puisqu'elles y étaient avant que l'abbé Bosc fasse preuve d'un zèle fâcheux, dirons-nous. Hein. Et donc, actuellement, ces cartulaires, qui sont la propriété de la nation depuis 1790, tout de même, se trouvent en main privée, puisqu'ils sont aux mains de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, dont les membres, quand elle a été créée, connaissaient encore l'histoire de l'Aveyron et savaient bien d'où ça venait. Bien. Et donc la société, dans un grand élan, avait reconnu en 1850, février 1850, que les archives Bosc, les archives provenant de l'abbé Bosc, étaient des archives publiques. Malheureusement, elle s'en est tenue à cette déclaration sympathique, ce qui explique... Mais il n'y a pas que les cisterciens qui ont eu quelques pertes, le plus célèbre étant effectivement, on va être méchant avec Bonnecombe, mais le plus célèbre cartulaire emporté par mégarde par l'abbé Bosc étant le cartulaire de Conques, de même que les 2 diplômes carolingiens qui sont toujours entre les mains de la société
comme on dit élégamment, sans droit ni titre. Alors, pour ce qui est de cela, bon, ils n'entrent pas strictement dans la journée, mais ils existent aussi, sans compter également une chronique de Saint-Amand et un tas d'autres choses amusantes. Voilà, donc globalement, les archives cisterciennes ont au mieux eu de la chance qu'il y ait le district de Rodez. Sinon, on serait nettement moins riche. On dit Bonnecombe et l'heureuse exception. On ne peut que regretter que le district de Rodez n'ait pas été à l'époque dilaté jusqu'aux limites du département tout de suite, où on aurait certainement des archives cisterciennes nettement plus importantes. Après, de temps en temps, il y a des choses qui ressurgissent et qu'on récupère, hein. Que ce soit pour les cisterciens ou d'autres ordres. La patience et le temps sont les meilleurs alliés des archivistes. Il suffit d'attendre. Un siècle et demi, 2 siècles, on s'en fout. Voilà. C'est juste une question de patience. Et on a récupéré, pour Conques, parce que on a récupéré par exemple un registre de reconnaissance pour l'aumône de Conques, qu'on a racheté en 2011, hein, donc mon prédécesseur immédiat, qui nous avait déjà été proposé en vente en 1961, à l'époque où on n'avait pas de sous. Et donc, quand on a de la chance, ça marche bien. Pour ce qui est des cisterciens, si, tout de même, Bonnecombe, mais c'est toujours sur la même que ça tombe. On a récupéré, donc, qui se trouvait à la mairie de Nocelles, venant de l'ancienne étude notariale de Nocelles, les notaires de Nocelles étant les administrateurs des biens de Bonnecombe, et dans le cas qui nous occupe de la grange de Bonnefond, on a récupéré les plans accompagnant les terriers de Bonnefond de la fin du XVIIIe siècle, hein, puisque le XVIIIe connaît l'envie de mise en ordre, d'exploitation rationnelle, et en même temps le besoin de visualiser. Beaucoup plus, bon, au XVIIe, vous avez parfois des plans aquarellés, pas aquarellés, très souvent au trait simplement. XVIIIe, c'est l'époque du plan. C'est l'époque du pré-cadastre napoléonien, etc. Et donc, pour l'administration aussi, on a de superbes plans terriers. Et donc, on en a récupéré 2 pour Bonnecombe, qui est donc finalement le porte-drapeau ou le porte-flambeau des fonds cisterciens du Rouergue et de l'Aveyron. Je vous remercie. Merci Alain pour cette passionnante conférence sur l'histoire des archives après la Révolution et à la Révolution. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai tout sous la main, y compris les notes. Hein. Donc si quelqu'un a vraiment une demande pointue, il peut essayer. Mais sinon, voilà, donc, c'est plus facile à lire. Moi, c'est juste une remarque, hein, parce que moi, pour avoir travaillé sur Bonneval, avoir croisé M. Delmas pour commencer, M. Venturini ensuite, j'avais bien vu un peu tout ce qui manquait entre l'inventaire de 1698 et ce qui reste aujourd'hui en Aveyron, et on a une grosse frustration. Et c'est vrai que régulièrement, il y a des documents qui sortent, y compris dans les anciennes granges, hein, donc des documents qui sont conservés. Donc il ne faut pas hésiter, si vous en avez connaissance, et même si vous en observez, parce qu'on en trouve même dans des vides-greniers, dans des brocantes. Moi, j'en vois régulièrement à Toulouse, à Saint-Aubin, le samedi matin. Donc il ne faut pas hésiter à contacter les archives, justement, pour le signaler. Après, donc, il y a effectivement, Dieu merci, des manières de pallier les manques. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, les fonds notariaux. Mais il faut avoir la chance, évidemment, que les notaires du coin n'aient pas disparu non plus. Voilà. Ça fait beaucoup de chance à avoir en même temps, mais on peut. Voilà. Vous avez un micro? Oui. Il y a aussi un certain nombre d'archives qui étaient restées à Bonnecombe et qui sont aujourd'hui dans une autre abbaye. Tout à fait, oui, oui. Alors, qui sont à l'abbaye d'Aiguebel. Ah oui, oui, oui. Donc, que nous avions inventorié avec Catherine en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Bon, d'archives publiques, il y en avait très peu. Donc, elles sont à revendiquer. Et je confesse que j'ai beaucoup revendiqué en ces temps. Bon, donc là, j'ai calé. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas osé embêter de frères abbés que nous avions connus et qui étaient si sympathiques et qui nous avaient accueillis à bras ouverts. Voilà. Oui, oui. Mais effectivement, il y a quelques restes d'archives notariales, par exemple, de Cons-la-Granville, et puis alors des archives de Bonnecombe.
essentiellement de la fin du XVIIIe, hein, pour l'histoire de l'aumône. De l'abbaye restaurée de Bonnecombe. Si vous voulez, en fait, c'est l'histoire là, qui n'a pas été abordée, qui aurait pu l'être, des travaux de Verlaguet, de l'abbé Vivier, etc., qui se sont occupés de Bonnecombe, qui ont beaucoup travaillé au deuxième tome, donc qui n'est pas encore paru, qui pourrait paraître, et qui ont laissé du travail pour les générations futures à Bonnecombe. Tout n'en est pas parti. Mais donc il y a en particulier un inventaire, il y a l'index sur fiche du fond, par exemple, qui a été fait. Oui, je voudrais apporter un complément à ce que vous avez dit au sujet des archives de Bonnecombe qui étaient à Nocelles. Parce que j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu, de suivre ce qui s'était passé. C'était conservé dans la maison à Lary. Pour les Nocellois, ils connaissent, qui est devenu, je crois, maintenant la mairie. La mairie. Et quand la maison a été vendue, avant même, il y a une partie des archives qui aurait été brûlée. Oui. Ça, c'est récent, c'est dans les années, je ne sais plus quelles années, c'était les années 50-60. Bon, ça aurait été brûlé, récupéré par M. Fraisse, je crois, hôtelier. Oui, qui était hôtelier. Si je me trompe, vous êtes au courant de tout. Bon. Et en partie racheté ou récupéré par Maître Baudy, qui en avait dans sa maison. Alors, c'est vous dire que pour suivre la chose, c'était très difficile. J'ai un souvenir horrible. C'était à l'hôtel Fraisse, qui était aussi restaurant. Un registre de notaire était sur un pupitre et servait pour écrire au feutre noir les menus du jour. Voilà dans quelle situation il pouvait y avoir. Donc c'était très difficile en plus à négocier parce que si on venait essayer de les chercher, les réclamer, sur quelle base d'ailleurs, on pouvait toujours dire que c'était du domaine privé, pas les registres de notaire, mais ça se repliait un petit peu. Donc moi j'ai été très heureux quand ces archives, par je ne sais plus quel biais, se sont retrouvées à la mairie de Nocelles. Et d'après ce que je comprends, c'est le département maintenant qui les a. Oui, enfin... Oui, qui en a hérité. Voilà, on va dire que intellectuellement, j'ai tout de même mis les deux choses dans le fond de Bonnecombe, en complément de Bonnefond. Mais l'histoire de ces archives est parfois extrêmement complexe et avec des problèmes de personnes. Bon, ça, vous en savez quelque chose. Mais c'est vrai que normalement, enfin, ça dépend. On retrouve parfois dans certaines études de notaires, effectivement, les traces de leurs activités comme administrateurs, et ça, c'est pain béni, puisque ça nous donne des terriers, des lièvres, des reconnaissances. Enfin, si l'abbaye, enfin, quel que soit l'établissement, qu'il soit séculier, régulier, etc., garde ses propres archives, bon, donc ça dépend de la chance qu'on a eue à la Révolution ou pas. Quand par bonheur, ils avaient beaucoup d'administrateurs en divers lieux, et qu'ils leur confiaient et leur laissaient les archives, on a des chances, comme ça par les notaires, qui sont gens conservateurs en général, de récupérer ces archives qui entrent chez nous comme archives publiques à la suite du fonds de notaire. Et qu'on enlève d'ailleurs en général maintenant des fonds de notaire pour les coller dans les séries où ils doivent aller. Donc la série H, dans le cas qui nous occupe pour nos cisterciens, avec toute la liste des sous-séries.